Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée que j'attends depuis très longtemps. Sylvie Guinard, vous êtes la présidente d'une grosse PME industrielle qui s'appelle Timonier, une industrie, enfin une entreprise industrielle de la région. Et donc ça fait très longtemps que j'ai entendu parler de vous. Je veux absolument vous avoir au micro de ce Café des Lyonnes pour vous nous parler de la place des femmes dans ce secteur de l'industrie qui est parfois des énigmes pour nombreuses d'entre nous, mais en même temps, en fait, il y a plein de parcours, il y a plein de choses à faire dans l'industrie. Donc c'est ce que vous allez nous expliquer ce matin. Sylvie, merci d'être avec nous. On est dans les magnifiques locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu. On a un bon café avec nous. On est ensemble pour une vingtaine de minutes. On va pouvoir échanger sur votre parcours, sur ce secteur d'activité qui est l'industrie, où en fait il y a souvent plein d'opportunités d'évolution, de travail, etc. pour les femmes, mais on ne le sait pas forcément. Mais Sylvie, d'abord, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et surtout, ça veut dire quoi, l'engagement? Alors, je pense qu'avant d'être engagée, alors déjà, bonjour tout le monde. Avant d'être engagée, je pense que je suis une femme passionnée. Alors, Ouais. on pourra le rattacher à l'engagement, mais la passion, à mon avis, emmène à l'engagement. Et je suis passionnée par énormément de sujets. J'adore découvrir les choses. J'adore comprendre comment peuvent fonctionner les choses, et en particulier quand on ne sait pas encore comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ces passions, ces envies de comprendre le monde m'a poussée à m'engager dans un certain nombre de domaines, et en particulier dans les domaines dans lesquels on est dans de la découverte, donc tout ce qui est innovation, et en particulier le monde industriel, parce que c'est le monde dans lequel finalement les études m'ont porté. Il y a tellement de choses à faire dans l'industrie, c'est tellement vaste, et ça apporte tellement de réponses, ou en tout cas ça pousse à chercher des réponses à toutes les interrogations, aux besoins qu'on a aujourd'hui et aux défis auxquels on a besoin de faire face, qu'on en a pour des générations et des générations et des générations et encore des générations de bons industriels. Mais alors, parce que vous êtes présidente d'une entreprise, une Oui. PME, qui est dans l'industrie, qui fait des machines. Ça vous produit des machines, qui fait de l'emballage. Oui, alors en fait, nous, on conçoit et on fabrique des machines spéciales d'emballage souple pour emballer des produits sensibles, souvent qui vont être en contact avec le corps humain. Donc, soit ok. que le produit qu'on va injecter, donc tout ce qui est poche de perfusion, filtre à sang, des Ah produits oui, qu'on ok. va ingérer, donc tout ce qui est sachets Doipac, ce sont les sachets souples qui tiennent debout, dans lesquels vous retrouvez le sucre, les pâtes à gâteau, la compote, la crème ou autre. Au passage, le Doipac a été inventé par mon grand-père, hein. Ah, La poche de perfusion aussi à l'époque avec Bebron. Tout ce qui est détergence et cosmétiques à travers les berlingots de Javel adoucissant, tout ce qui est éco-recharge en sachet Doipac, et un dernier secteur d'activité où on vient souder les matériaux souples. Voilà, donc nous on fabrique vraiment les machines que les clients vont mettre dans leurs usines, soit pour emballer leurs produits, soit pour fabriquer leurs produits. alors on sent la passion dans ce que vous nous décrivez, dans tout ce que vous avez fait, mais c'est une aventure entrepreneuriale, c'est une aventure familiale, et c'est aussi parce que vous êtes engagée aussi dans d'autres choses, parce que vous avez des mandats, ce qu'on appelle vous êtes administratrice d'autres entreprises, et vous savez, pour le grand public, en fait, les mandats d'administrateur, on sait pas, les femmes, on sait pas trop ce que c'est, hein. Les mecs ont bien compris, visiblement, mais les femmes, on sait pas trop qui accède à ce genre de mandat, à quoi ça sert. Donc ça veut dire qu'au-delà de votre activité, qui doit déjà bien vous occuper, où on est, j'imagine, dans l'anticipation, parce qu'il y a le quotidien, la production, la gestion, un œil sur les comptes, etc., mais il y a aussi l'innovation, anticiper le futur, les évolutions sociétales, etc. Et en même temps, vous trouvez quand même du temps pour aller vous occuper des autres, donner du votre temps pour d'autres. Oui, mais à la fois, je vous ai dit, enfin, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de m'ouvrir et de continuer à apprendre tout le temps. Mais c'est ça Et l'engagement. je ne sais pas si c'est l'engagement, mais en tout cas, je pense que pour être performant en tant que dirigeant d'entreprise, Ouais. hein, il faut, vraiment s'ouvrir à son environnement. Et puis, deuxièmement, toute cette prise de recul peut permettre aux dirigeants de voir plus loin, quoi, pour emmener son bateau dans toute l'approche stratégique, pour sentir comment évolue le marché, pour sentir comment évolue la concurrence, la technologie, tout. Voilà. Et j'ai la chance avec Timonier de pouvoir avoir une entreprise qui travaille beaucoup avec l'international, hein. Nous, avec 15% des machines qui restent en France, 5 de plus en Europe et 80 en dehors de l'Europe. Donc, on est vraiment présent absolument de partout. Et du coup, à travers ces discussions qu'on a avec le monde entier, voilà, on regarde, on est en capacité de regarder avec beaucoup de recul finalement ce qui se passe
autrement que juste dans son bout de précaré. Alors après, moi, vous parliez des mandats. Moi, il y a 3 axes dans lesquels je suis amenée à vraiment m'investir. Ouais. Le tout premier, clairement, c'est l'industrie. Donc, j'ai des mandats dans l'industrie depuis à peu près plus de 15 ans maintenant. Dans l'innovation, et là c'est pareil, ça date à peu près aussi d'une quinzaine d'années, et dans l'international, ça tombe bien, ce sont les 3 domaines dans lesquels en plus j'œuvre avec Timonier. Et donc là, les mandats vont aussi bien être... Alors, ce sont surtout des mandats nationaux que j'ai, moi, D'accord. qui sont des mandats qui vont conduire, par exemple, depuis une quinzaine d'années, on travaille sur l'industrie du futur, donc à créer toute cette dynamique dont on parle enfin aujourd'hui. Mais il y a 15 ans, autant vous dire qu'on avait du mal à être entendu sur ce sujet-là. Mais c'est de se dire comment est-ce que finalement on remet en place une véritable industrie, comment la France participe à ce type d'engagement, sachant qu'on a des vraies compétences, qu'on a des vrais savoir-faire ici, et de se dire finalement comment est-ce qu'on peut faire pour réinvestir la France et les Français dans ce besoin qu'a le monde entier, parce que c'est assez simple, hein. Souvent on se dit que les nouvelles générations ont des besoins de sens. Alors déjà, je ne pense pas que ce soit qu'un problème de nouvelle génération, premièrement. Et puis ensuite, c'est quoi les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui, hein? Il faut pouvoir soigner les gens, leur donner à manger. Il faut pouvoir faire face avec, en particulier, les problématiques climatiques, mais on va dire aussi actuellement les problématiques géopolitiques, de tension, de pouvoir se dire qu'on va avoir des populations entières qui vont bouger. Et comment est-ce qu'on va pouvoir apporter des réponses concrètes à ces mouvements de personnes, comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner, en fait. Tout simplement, comment est-ce qu'on accompagne l'homme dans son quotidien pour l'aider à avoir une vie correcte à tous les niveaux. Et on peut en parler beaucoup, mais la seule réponse concrète qui en sort, c'est une réponse qui vient de l'industrie. Parce que c'est l'industrie qui va permettre de faire les choses. Souvent, moi, quand j'interviens dans les écoles et tout, je me demande aux jeunes s'il y en a qui veulent aller dans l'industrie, et tout le monde me regarde des grands yeux et me dit « c'est quoi ce truc ?» Mais non, pas du tout. Et alors je dis « est-ce qu'il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire ?»« Ah oui, moi je veux travailler sur des moteurs de voiture. » « Ok. » Moi je veux travailler sur les moteurs d'avion. « Ok. » Moi je veux travailler, enfin bref. J'ai dit « mais tout ce que vous rencontrez de physique, une table, une chaise, un avion, un moteur, une voiture, un smartphone, tout est issu de l'industrie. » Et donc, c'est pour ça que si demain, on veut pouvoir trouver des réponses concrètes à tous ces enjeux, ces défis auxquels on fait face aujourd'hui, on doit impérativement passer par l'industrie. Et les évolutions sont tellement rapides aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir de véritables forces vives qui ont envie de penser au monde d'aujourd'hui et surtout le monde de demain avec des contraintes qui sont infiniment plus nombreuses que celles qu'on avait par le passé. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des personnes dont le cerveau tourne bien et qui est tout plein d'envie. Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment arriver à remobiliser cet aspect-là et que ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on y travaille au quotidien. La deuxième chose, c'était l'innovation, parce que forcément, c'est lié au premier. Hein. Ouais. Et puis, le troisième, c'est l'international, parce que tout ce dont je viens de parler forcément intègre l'intégralité de la planète. Et puis, quelque part, si on est amené à créer quelque chose en France en se relevant les manches, si on peut trouver un marché pour arriver à le vendre, c'est pas mal aussi. Et la France reste un tout petit marché à l'échelle de la planète. Donc, comment est-ce que finalement on fait pour agrandir son marché et rendre nos entreprises d'aujourd'hui un peu plus aptes à aller s'ouvrir et aller chercher d'autres opportunités de marché que celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais Sylvie, moi j'ai quand même envie de vous interroger parce que vous me parlez de tout ce secteur d'activité économique, etc. Quelle est la place des femmes dans ce secteur industriel aujourd'hui ? Est-ce qu'on a avancé ou est-ce qu'on reste quand même très 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 loin de la parité ? Alors j'ai un de mes amis qui a fait la même école d'ingénieur que moi, qui est allé dernièrement à la remise de diplôme de son fiston qui a fait la même école. D'accord. Et qui m'a dit « Sylvie, on avance, on a au moins doublé les filles ». Mais bon, à l'époque, on était 6 filles sur 170 à peu près. Donc là, il me dit, il y en a au moins une douzaine. Yes, super. Donc oui, on fait des progrès, mais alors... c'est pas rapide. On est loin. Alors après, pour moi, l'analyse que j'en ai, c'est pas la problématique de l'école d'ingénieur. Elle remonte beaucoup plus tôt. Et pour moi, le beaucoup plus tôt, c'est déjà au primaire. Mais c'est un sujet pour vous ? Enfin, je veux dire, ça, c'est ce que tout le monde dit. Effectivement, on voit bien qu'il y a une problématique puisque les filles, elles vont pas dans les filières ni scientifiques, ni d'ingénieurs, etc. Mais vous, au quotidien, vous y pensez à ça ? C'est un sujet, là, le fait qu'il n'y ait pas de femmes ou c'est comme ça, c'est factuel et puis vous avancez. Est-ce que ça a une incidence dans votre vie de tous les jours ? Moi, je trouve que ce qui est hyper important, c'est d'avoir des équipes mixtes.
Pas forcément équilibrée, j'ai pas besoin qu'elle soit équilibrée. Par contre, j'ai besoin d'avoir des équipes mixtes dans tous les secteurs. Donc c'est vrai, ma problématique de pouvoir mettre des femmes en bureau d'études, en production, mais inversement, de pouvoir mettre aussi des hommes dans des métiers plus administratifs ou autres. Parce qu'à partir du moment où on a des équipes mixtes, eh ben on a des équipes qui sont beaucoup plus intelligentes. Parce que mine de rien, on reste quand même dans des univers un peu genrés et qui a envie de se plaire l'un à l'autre. Et donc, généralement, ça fait monter le niveau quand vous mettez une fille à l'atelier. C'est un peu moins bas de plafond. Mais la réciproque est tout aussi vraie quand on amène l'homme dans l'administration des ventes, ou par exemple, où du coup, on va se retrouver avec des équipes qui, du coup, ont envie de se montrer sous leur meilleur profil, quoi. Et donc, sous leur meilleur jour. Et du coup, ça en fait des équipes qui sont, du coup, beaucoup plus actives, beaucoup plus proactives, beaucoup plus imaginatives. Et dans le monde dans lequel on vit, on a tellement besoin de pouvoir s'appuyer sur chaque collaborateur. Moi, j'ai pas besoin d'exécutants, j'ai pas besoin d'un robot. Dans ces cas, je vais mettre un robot. Voilà. J'ai besoin vraiment de collaborateurs qui sont à même d'apporter non seulement un travail, mais un travail intelligent. Mettre de l'intelligence dans chacun des jobs. Et pour ça, ça veut dire que du coup, il faut pousser un peu les personnes en permanence à sortir un peu de leur confort. Parce qu'on est ainsi fait que... C'est normal, hein, qu'on a envie de... Notre cerveau est ainsi fait qu'il consomme énormément d'énergie. Ouais. Et donc, lui, de sortir de sa routine, ça fait consommer énormément plus. Donc, son job à lui, c'est de rester dans la routine et de surtout pas trop en faire. Donc, ça a un côté inconfortable qu'en permanence, remettre en cause les choses, se remettre en cause et d'imaginer faire les choses. Ça demande un effort, voilà. Et de faire rentrer les collaborateurs dedans, c'est pour moi quelque chose qui est hyper important dans mon entreprise. Alors, j'ai la chance de pouvoir avoir des collaborateurs qui, du coup, l'ont bien compris et qui, du coup, sont façonnés comme ça. Mais l'ensemble du pays a besoin de ça, quoi. On a vraiment besoin de se dire, on se retrousse les manches et comment est-ce qu'on fait les uns les autres pour se dire qu'on devient acteur du futur qu'on a envie d'avoir. On n'est pas des moutons et on a besoin de créer les choses. Et pour en revenir à la place des femmes, dans cette approche, je m'impose un peu plus. Culturellement encore aujourd'hui, c'est souvent le garçon qui impose un peu plus que la fille. La fille est plus souvent plus effacée. C'est encore dans l'ordre normal des choses d'un garçon de s'imposer et moins d'une fille. Donc, dans le travail qu'on a un peu à faire, et je pense depuis tout petit, c'est d'arriver finalement à faire prendre la parole aux filles, aux petites filles, pour qu'elles apprennent à s'imposer de la même façon que les garçons, pour qu'elles apprennent à être entendues de la même façon que les garçons. Je pense que ça fait vraiment partie, pour moi, d'enjeux de société qui pourront permettre de venir accrocher l'autre moitié de créativité et de compétences qu'on peut avoir pour un pays. Alors justement, moi j'aimerais bien savoir si vous avez toujours rêvé d'industrie, ou peut-être vous avez baigné dedans, mais quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi plus grande ? Ouh là là, alors moi il y a plein de métiers que j'aurais adoré. C'est vrai ? Alors c'était quoi vos rêves d'enfant ? J'aurais adoré être commissaire dans la criminelle. Ouais. Et puis quand j'ai appris qu'il fallait apprendre des maîtres et des maîtres et des maîtres de bouquins, je me suis fait le droit, pas top. Après, j'aurais adoré être pilote de chasse. Ok. Pilote d'hélicoptère en montagne, j'aurais adoré ça. Moi. J'aurais adoré être spationaute. Ouais. Et en fait, c'est plutôt ce métier-là, chirurgien. Chirurgien aux urgences, j'aurais adoré être chirurgien. Okay. Ça a vraiment été un crève-cœur pour moi. Quand j'ai choisi ma voie finalement d'ingénieur, c'était de laisser tomber la voie de la médecine. Mais c'était toute petite, c'est-à-dire petite fille, vous vouliez faire ça ? À 7 ans, 8 ans, là, quand on est... je ne me souviens pas, mais 12-13 ans, oui. Ah oui, ok, d'accord. Oui, 12-13 ans, oui. Ok. Et en fait, cette vous aimiez quand même déjà bien les métiers ingénieurs. Enfin, il y avait quand même déjà une fibre. Il y avait dans la précision. En fait, je vais corriger. J'avais pas envie, petite fille, d'être ingénieure. Okay. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Un métier, ça me parlait pas. Et moi, ce que je voulais, je vous ai dit, donc, soit être chirurgien aux urgences, soit être spationaute. Ouais. Et en fait, à l'époque, spationaute, parce que c'est finalement ce vers quoi j'avais plutôt envie d'aller, spationaute, on avait un Français qui était parti, et Patrick Baudry, et il était pilote de chasse. Donc je me suis dit, je serais donc pilote de chasse, ça ne me gêne pas, de toute façon, j'aurais adoré faire ça aussi. Et à l'époque, pour être pilote de chasse dans l'armée, il fallait faire l'école de l'armée, et l'école était interdite aux filles. Oui.
Donc ça a assez vite réduit à néant mes appétences, parce que forcément, étant française, je ne pouvais le faire que dans l'armée française, Ouais. parce qu'en ayant rencontré certaines de mes consoeurs, en particulier parce que Patrick Baudry avait ouvert j'allais dire un camp, il a appelé ça le Space Camp, qui était Ok. orienté vers les jeunes pour que pendant une semaine, ils viennent découvrir en fait ce que c'était que la vie de l'astronaute. Et donc, moi, j'ai fait le premier niveau, le deuxième niveau, je suis devenue animatrice là-bas. Enfin, j'ai fait. Ah oui, j'ai ok, passé vous pas mal aviez de le virus quand vous étiez. J'ai passé Ah oui, pas oui. mal de temps quand même, donc c'était Ok. quand même très orienté. Et en fait, je discutais avec une autre animatrice qui était avec moi, qui elle était franco-israélienne. Ok. Et elle me dit, Ah ouais. je vais faire mon service militaire en Israël pour pouvoir devenir pilote de chasse en Israël. Ouais. Donc déjà, à l'époque, c'était déjà des choses assez ancrées. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas évident. Et le temps avance. Et là, on a Jean-Luc Chrétien qui part, Oui. qui est ingénieur dans le spatial. Là, je me suis dit, waouh, je peux donc être aussi ingénieur dans le spatial et avoir une chance. Puis là-dessus, il y a Claudie Agnoret qui part, qui est médecin dans le spatial. Je me suis dit, waouh, j'ai toujours le choix, médecin, ingénieur. Et puis voilà, et puis j'arrive du coup en avançant dans les classes et finalement c'est un peu l'école qui choisit pour moi et qui finalement me fait partir. Alors à l'époque ça s'appelait le bac C. Et donc je pars à bac C, donc plutôt la branche ingénieur et du coup comme c'est spatial qui m'intéressait, eh ben, il y a 2 écoles en France qui préparent au spatial. Une c'est Supaéro et l'autre c'est l'ESTACA et je me suis dit comme de toute façon ce que je veux faire c'est le spatial. Partons tout de suite faire du spatial dès la première année. Donc, je suis partie faire l'ESTACA. Ah oui, donc vous étiez déterminée. Enfin, c'était vraiment votre Et donc, truc. ça a apporté effectivement toute une partie de ma scolarité. Mais alors, ça veut dire que vous étiez bonne en maths à l'école? Pas question idiote, mais Alors, en quand fait, même. moi, je suis à l'aise avec les chiffres. Ok. Il y en a qui sont à l'aise avec les lettres, les mots. Moi, c'est plutôt avec les chiffres que je suis particulièrement à l'aise. Et à ce moment-là, vos parents, ils vous disent rien? Ils vous disent il faut y aller, fais ce que tu as envie de faire? Ou Oui. ils vous disent Oh, oh là non, là, non, qu'est-ce que clairement. ce truc? Non, pas du Non tout, pas du tout. Moi, dans ma chambre, de toute façon, je faisais des dessins d'avions de chasse et tout. Donc, généralement, quand les gens ne me connaissaient pas, ils rentraient, ils faisaient ah, c'est la chambre de Benjamin. Non, c'est la chambre de Sylvie. donc voilà, non. Je pense qu'il y avait effectivement une certaine fibre technique qui déjà m'animait. Mais après, non, j'ai vraiment des parents qui nous ont. On est 5 enfants. Et j'ai vraiment des parents qui nous ont laissé vraiment libres de ce qu'on avait envie de faire de notre vie, ce qui nous plaisait ou autre. Donc on est tous partis dans des branches différentes et voilà. Non, on a vraiment pu faire ce qu'on voulait en fait. Donc là, vous faites ce bac et après, vous vous orientez. Qu'est-ce que vous faites? C'est Du une coup, école après, je fais d'ingénieur? l'ESTACA, voilà, à l'École supérieure Ok. des techniques aéronautiques et construction automobile, avec l'option spatiale. Ok. Donc pendant 5 ans, je finis l'école donc en passant la moitié de mon temps à l'école, l'autre moitié au CNES, donc le Centre national d'études spatiales, l'aérospatiale, enfin bon bref, donc dans le milieu spatial. Donc là, vous puisque êtes c'est que ce qui 6 filles dans m'intéresse. votre formation, c'est ça? Ce que je Et disais tout à voilà, l'heure. exactement, les STACA, on a fini, quand j'ai été diplômée, on était 6 filles sur la promotion. Et, Mais peu vous importe. À ce moment-là, vous avancez, vous dites allez, je oui, fais mon oui, truc. c'est vraiment pas un problème. En c'est fait, pas un problème, ouais, même c'est pas un déjà avant, l'univers un peu masculin, pas gêné du tout, parce que dans ma scolarité, j'ai fait tout mon lycée chez les Maristes à Lyon. D'accord. La première année de mixité de l'école. Ah oui. Donc la première année de mixité Ok. de la seconde, la première année de mixité de la première. Donc en fait, on était à peine quelques filles dans une école de garçons Une qui n'avaient marée de toujours garçons. connu que ça, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je pense que ça a dû mettre certains professeurs mal à l'aise parce qu'ils n'avaient pas été habitués du tout à avoir des filles en face d'eux. Ah oui, donc vous étiez en mode pionnière, quand même. Mais j'avais adoré. Mais franchement, c'est un environnement qui me plaît beaucoup. Oui, vous moi, êtes à l'aise, pas de sujet, ça vous Donc, pose c'est pas un de- sujet du D'accord. tout de ne pas avoir beaucoup de filles autour de moi pour travailler, en tout cas. Et professionnellement, je dirais même que ça a plutôt été une chance. Parce qu'on était très peu de filles. Et comme je dis si bien, on est tellement peu de filles que finalement, à partir d'un certain niveau alors, soit d'études, en tout cas de posture dans nos entreprises, on a une présomption de compétence. Et les personnes en face de nous disent si elle est arrivée là, c'est qu'elle doit valoir au moins 3 mecs. Et vraiment, il y a vraiment cette présomption c'est de marrant. compétence de base qui du coup, je n'irais pas dire m'a servi, mais en tout cas, ne m'a pas desservi, ça c'est certain. Donc ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que c'est un milieu dans lequel ils n'avaient pas du tout l'habitude de négocier avec une femme. Ah ouais. Donc on les sentait particulièrement mal à l'aise aussi. Donc je dirais non, c'est Faut plutôt pouvoir en plein jouer. d'atout d'être une Ouais, femme. c'est ça, c'est ça. Alors sans dire qu'on en a abusé, enfin en tout cas moi j'en ai jamais abusé parce que c'est pas dans mon caractère. Mais en tout cas je voyais bien quoi.
Voilà, c'était plutôt un atout. Voilà. Et alors, donc, du coup, vous finissez cette école. Alors, et- du coup, je finis l'école. Je suis embauchée par une petite entreprise. Mais en même temps, il avait un papa ou une maman qui étaient des très gros groupes. Donc voilà, on va dire ça, c'était un spin-off de deux grandes entreprises qui venait de finir la qualification d'un des composants critiques d'Ariane 5. Et il Ah, oui. recherchait un ingénieur qui soit capable de les accompagner dedans et qui soit parfaitement du sérail, parce que, mine de rien, le monde spatial reste un tout petit monde, Petit milieu, ouais. une petite famille, et en particulier avec une idée assez simple, en particulier sur un lanceur, c'est que tous les acteurs sont primordiaux. C'est-à-dire que si jamais il y a un des acteurs qui est défaillant, le lanceur se Ah oui. crache. Ouais. Donc, tout le monde est derrière tout le monde. Tout le monde se soutient. Enfin, c'est vraiment une petite famille, Ok. le monde du spatial. Et du coup, voilà, ils étaient vraiment en recherche de quelqu'un qui connaisse vraiment ce milieu, parce que c'est un milieu qui, du coup, est un peu fermé. Et du coup, il m'avait embauché pour ça. Et en fait, l'immense chance que j'ai eue en arrivant chez Teclam, c'est que on était amené dans les solutions technologiques que nous apportions, à apporter des solutions technologiques exclusivement pour des problématiques hyper critiques. Donc là, c'était la jonction sur Ariane 5 du corps central et des boosters, qui permettait à la fois de reprendre la poussée et ne pas détruire le satellite qui était juste au regard de la croche. Mais derrière, ça m'a amené à travailler, vous allez sourire, mais sur les chars d'assaut Leclerc, sur les sous-marins d'attaque nucléaire, sur les plateformes offshore, sur les grues, sur les engins de travaux publics, sur les engins de transport public aussi, sur tout plein de domaines. Et en fait, très vite, du coup, moi, j'ai appris à découvrir que l'industrie, c'est une variété d'industries avec un S, mais auxquelles on peut s'adresser, mais sans aucun problème, du jour au lendemain, tout le temps. Et c'est pas du tout quelque chose qui s'enferme exclusivement dans un tout petit précaré, ce qui peut être le cas dans certains métiers où en fait on est vraiment enfermé complètement dans une case. Là, on passe d'une industrie à l'autre sans problématique. En tout cas, moi, j'ai appris à vraiment jongler en passant d'un univers à l'autre. Et finalement, à ne pas me mettre de barrières, parce que les barrières, ça peut être aussi soi qui nous Ah bah mettons, oui, hein. bien sûr, souvent. Et la deuxième chose, c'est que dans ce job, comme c'était une petite boîte, je faisais beaucoup de métiers différents. Donc, je faisais aussi bien le métier de commercial, aller me chercher mon job, puis après de dimensionnement, de calcul, de documentation, d'ingénieur, de suivi de production, de service après-vente, enfin beaucoup de choses en fait. Donc, je créais mes propres bancs d'essai, je suivais enfin bon bref, j'allais même faire les essais. Donc en fait, j'ai touché à énormément de choses dans cette entreprise. Et ça m'a permis, moi, après, de finalement me conforter sur le fait qu'on pouvait apporter et agir sur beaucoup de choses. Parce que je ne sais pas comment c'est pour les autres, je peux parler que pour moi, mais je suis sortie d'école d'ingénieur en me disant, mais finalement, je suis capable de faire quoi ? Parce qu'un ingénieur, on nous apprend à être un véritable couteau suisse, on est capable de faire énormément de choses. On nous apprend à pouvoir synthétiser, à pouvoir prendre de la hauteur, à pouvoir gérer. Et finalement, on se dit, mais on ne sait rien faire. C'est tellement large qu'en fait, finalement, on se dit, on ne sait rien faire. Et finalement, cette première expérience professionnelle m'a mis le pied à l'étrier en me disant, mais et finalement, avec plein de choses qu'on m'a appris, finalement, je peux en faire plein de choses qui sont utiles pour une entreprise. Voilà, donc ça, c'était une première expérience. Et puis, en fait, là-dessus, mon mari, que j'avais connu à l'école, sur les bancs de l'école à 18 ans, nous a ramenés sur Lyon. Alors, je dis ramenés parce que moi, je suis lyonnaise d'origine, mais mon mari ne l'était pas. Mais donc, m'a ramené sur Lyon dans ses bagages parce qu'il a été promu sur Lyon. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc c'était pas du tout prévu, mais voilà. Okay. Et donc, j'arrive à Lyon en l'an 2000. Et j'arrive à Lyon en l'an 2000. Spatial à Lyon, c'est pas exactement... On fait beaucoup de choses à Lyon, mais spatial, c'est pas vraiment le premier truc. Et puis, la deuxième chose, c'est que du coup, vraiment, l'expérience que j'avais, c'était une expérience d'ingénieur d'affaires. Et ce métier, en l'an 2000, n'existait pas à Lyon. Ah bon ? Et non, aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est un métier qu'on trouve de partout. Tous les jeunes qui sortent d'école, ils veulent être chargés d'affaires, ingénieurs d'affaires et tout. En l'an 2000, ça n'existait pas. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, il n'y avait pas d'offres. Et avec les cabinets de recrutement, j'ai fini pour pas me rapprocher parce que je n'arrivais pas vraiment à trouver. J'avais répondu même à une offre chez Air Liquide à Grenoble qui cherchait un ingénieur d'affaires. Et avec l'agence de recrutement, j'ai dit, c'est quoi le problème, quoi ? Parce que... Enfin, je regarde le poste, c'est mon profil. Et il m'avait dit, pour être tout à fait honnête, votre profil, il n'existe pas sur Lyon, il est inespéré.
Mais il me dit, je vais être très claire, vous êtes une femme, vous n'avez même pas 30 ans, vous êtes mariée, vous n'avez pas encore d'enfant, vous n'avez aucune chance. Ah ouais. Ok. D'accord. Et finalement, je le remercie de m'avoir porté ce discours aussi franc à l'époque. Parce que du coup, ça permet de se dire, bon, bah voilà, arrêtons de courir après quelque chose qui n'existe pas. Le marché du travail ne veut pas de moi, et ben je vais me faire mon marché du travail à 30 ans. Ouais, ouais. Où est-ce qu'il y a rien? Et donc, j'étais partie pour essayer d'imaginer comment je pouvais me faire mon marché du travail. Donc, j'étais en train de regarder pour essayer de créer ma boîte, pour aller me créer mon marché du travail. Ok, oui, tout Voilà, simplement. tout simplement. Et c'est à cette époque que mon grand-père est venu me voir. Alors, mon grand-père, moi, j'ai quitté Lyon à 18 ans. Mon grand-père, on va dire que c'est un inventeur. C'est un génie. Mais pour qu'il trouve un interlocuteur intéressant, il fallait au moins être un thésard, quoi, parce que sinon, c'est vraiment pas intéressant. Donc, des enfants, autant dire que ça l'intéressait pas du tout. Donc, moi, j'ai quitté Lyon. Je veux dire que les interactions avec mon grand-père avaient été très, très rares. Bref, ouais, c'est ça. Et donc, bon, il m'appelle en disant, bah tiens, j'aimerais qu'on aille manger un bout ensemble et tout. Alors, surprise. Je dis, mais pourquoi Qu'est-ce qui pas? se passe? Très bien. Oui, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Voilà. Et c'est là qu'il, finalement, il me dit, bah, pour reprendre l'entreprise familiale, ça ne peut être qu'un ingénieur. Donc, j'ai attendu parmi mes fils et aucun n'a été ingénieur. Donc, malheureusement, je ne pouvais pas compter sur mes enfants. Mes neveux, ça n'allait pas non plus. Donc, j'ai attendu ta génération. Et dans ta génération, il y a un de mes cousins qui a voulu faire ingénieur. Donc, il m'a dit, je l'ai approché, je lui ai posé la question de savoir s'il voulait rentrer dans l'entreprise familiale. Bon, je n'étais même pas au courant, il m'en avait jamais parlé. Et en fait, ça ne l'intéresse pas du tout. Bon, très bien. Et il me dit, mais bon, j'ai cru comprendre que ce qui t'intéressait, que tu voulais créer ton entreprise, donc la direction d'entreprise a l'air de t'intéresser. Et puis, tu es quand même ingénieur. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais je suis une femme. Et il m'a dit, mais c'est bien pour ça que j'ai jamais pensé à toi. Ah ouais, c'est incroyable. Et il me dit, à partir du moment où j'ai réalisé qu'en fait, on pouvait aussi avoir une femme à la direction d'une entreprise, je me suis dit, mais que je suis belle, je n'y avais pas du tout pensé. Mais maintenant que j'y pense, je me dis, mais évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Et il me dit, voilà, et est-ce que tu accepterais de rentrer dans l'entreprise familiale pour prendre une direction future? Et moi, en fait, l'entreprise familiale, je ne la connais pas du tout. Et il me propose ça, et je dis, tu me laisses un peu de temps pour réfléchir. Et donc, une semaine plus tard, je viens le voir, je lui dis, bah écoute, on peut essayer de faire un bout de chemin, et puis, de toute façon, voilà, si ça marche pas pour voilà, toi, ou pour la boîte, pour moi, on arrête, quoi. Il y a pas mort d'homme, moi je rebondirai sur autre chose. Mais bon, voilà, on peut essayer de faire un bout de route ensemble. Je lui dis, par contre, si moi j'arrive un peu dans cette optique-là, je veux pouvoir m'armer un peu plus. Donc je lui dis, je vais reprendre des études pour aller chercher ce qui me manque, parce que on n'apprend pas à être dirigeant d'entreprise en école d'ingénieur. Hein. Et du coup, à l'époque, j'avais essayé de regarder un peu quelles étaient les formations que je pouvais trouver. Et donc, j'avais identifié l'International MBA à l'EM Lyon. Et j'ai dit, bah écoute, voilà, je vais faire la formation, elle dure 1 an. Donc ça, on était au mois de octobre-novembre. J'ai dit, la seule chose, c'est qu'elle commence au mois de septembre prochain. Donc, entre-temps, bah, pendant 9 mois, j'ai été validée des camions chez RVI, chez Renault Véhicules Industriels. Et puis après, bah, j'ai fait mon MBA pendant 1 an et j'ai intégré l'entreprise Timonier, donc en septembre 2002. Voilà. D'accord. Et après, bah, dans l'entreprise familiale, j'ai commencé par mettre en place ce que je savais faire, donc l'ingénierie de projet. J'ai récupéré 1 an et demi plus tard le bureau d'études. Et puis après, derrière, je suis passée à la finance et j'ai commencé le biais à la direction générale. Et puis après, bah, je suis devenue PDG en 2009. Et puis j'ai racheté tout le capital à la famille en 2013. Voilà. Ah oui, donc vous avez fait les choses très progressivement. Vous êtes installé progressivement dans le... Oui, parce que déjà, je pense que ça ne sert à rien d'y aller en forçant les choses. Donc, mais pour autant, ça s'est fait quand même assez rapidement, parce que tous les 1 an et demi, je changeais de job. En fait. D'accord. Donc, un bout d'1 an et demi ici, on s'arrête 3 mois pour la première fille, un bout d'1 an et demi ici, on s'arrête 3 mois pour la seconde fille, un bout d'1 an, 1 an et demi ici. Et puis après, derrière, j'ai pris la présidence. Et puis...
Ah, donc Voilà, ça veut qu'on a dire que vous avancé. avez pu tout combiner, vous avez tout fait en même temps, enfin vous avez pu Ça, c'est avancer tout fait en même temps. votre ouais. vie professionnelle, Tout votre à vie fait. personnelle. Tout à fait, tout à fait. Vous avez fait ça sans vous poser de problème. Par contre, vous vouliez être prête pour, j'imagine. Alors non, même pas. Non, même C'était pas. même pas une question d'être prête parce que ça a été un parcours. Alors là, je vous ai parlé de mon parcours personnel. Puis en parallèle de ça, il y a le parcours de l'entreprise Oui. et qui a été un peu chaotique. Ok. Et en fait, les 4 premières années que j'ai passées chez Timonier ont eu des 4 années terribles D'accord. pour l'entreprise. Hein. Donc on est passé de. Je suis rentrée chez Timonier, on était 120. Fin 2006, juste avant que je reprenne la partie finance et direction générale, on était descendu en dessous de 50. Ah oui, d'accord. Donc ça a été 4 années très, 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 très compliquées, où en plus j'ai vu la famille qui s'est beaucoup s'agrandit. disputée. Ah oui, Voilà, aussi. il y a beaucoup eu de distorsions de famille, on va dire. Et voilà, donc c'était une période vraiment très compliquée. La suite à ça, moi, je reprends, je commence vraiment à faire le biais de la direction générale. Et puis à partir de là, vient se créer un peu le nouveau parcours, on va dire, de cette entreprise, avec une première partie de parcours où en tant que dirigeant, j'aide vraiment à faire redécoller la boîte. Et puis à partir de 2013, en ayant racheté en plus le capital à la famille, là, je fais prendre un peu le parcours et la vision que moi j'en avais. Voilà. Mais on arrivait du coup avec un mode de management et une stratégie qui était sensiblement différente. Donc, j'attendais d'avoir vraiment les mains libres pour pouvoir le mener. Mais quand votre grand-père vous dit, bah tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé à toi, mais maintenant je pense à toi, est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux reprendre? Donc vous ne connaissiez pas le contenu industriel, enfin je veux dire, vous connaissiez le sujet, j'imagine bien, mais je veux dire, vous ne saviez pas vraiment ce que c'était, ce qu'il faisait au jour le jour. Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que vous vous êtes demandé si vous alliez être capable ou pas, ou est-ce que c'était pas vraiment une question pour vous? Et deux, vous n'avez pas eu peur que ça vous intéresse pas, que ça vous plaise pas? Alors en fait, c'est dans la mesure où j'étais partie dans l'idée qu'on allait essayer de faire un bout de route, Ok. on regarde ça prend ou On ça teste. prend pas, je suis pas partie avec cette appréhension-là. Après, les 4 premières années, comme je vous ai dit, ont été très compliquées. Et en fait, pendant ces 4 années-là, pour moi, c'était plus possible de partir, de quitter la baignoire alors qu'elle était en si grande difficulté. Encore quand vous dites, vous avez un membre de votre famille qui est en difficulté, qui risque de perdre son job, c'est un membre de la famille. Moi, c'était la famille avec un grand F. Ah oui, c'est vrai, oui. Parce que j'avais, alors mon grand-père, il était plus salarié du tout, mais j'avais encore mon père, son frère, son frère, son frère, son frère, son cousin, son cousin, son cousin. Donc, beaucoup qui étaient encore dans l'entreprise. Et là, c'est de se dire, l'entreprise tombe, mais il y a le job de toute la famille qui tombe avec, quoi. Et là, de me dire, juste parce que c'est compliqué, je pars à ce moment-là, enfin, pour moi, c'était juste pas acceptable du tout. Donc, j'aurais pas pu vivre avec ça. Donc, je dis au moins, j'aurais tout essayé de faire pour sortir le truc. En espérant bien que la fin sera positive, donc l'histoire se termine plutôt bien. Mais voilà, mais pour moi, c'était pas envisageable du coup de sortir cette capacité de pouvoir arrêter à n'importe quel moment que je m'étais donné au départ. En fait, l'avenir m'a montré que en fait, ça s'est pas passé comme je voulais et qu'en fait, non, c'était plus le cas. Et je pouvais pas partir comme ça, voilà. Et qu'est-ce que vous diriez qui a été le plus difficile dans ce parcours professionnel et dans la reprise de cette entreprise? C'est justement d'être dans un univers familial, ou est-ce qu'il faut prouver encore plus qu'on est légitime à assurer des fonctions de direction? Ou alors est-ce que ça a été le fait que ce soit industriel et qu'il n'y ait pas de femmes? Mais j'ai pas l'impression que ce soit un sujet dans la façon dont vous le décrivez. Non, c'est pas un sujet du tout, ça. Alors, cette question de légitimité, moi, je me le suis posée pendant un sacré petit bout de temps. Ah d'accord, vous êtes posé la question. Oui, clairement. Parce que je vous ai dit, mon grand-père, c'est un génie, mais du coup, souvent, les problématiques, c'est qu'il y a aussi des carences en d'autres choses. Et en l'occurrence, lui, c'était la com. Donc, en l'occurrence, il avait averti personne que j'allais arriver. Aïe. Et même, une fois arrivé, il a averti personne de pourquoi j'étais là. Donc, et ça, je m'en suis aperçue après coup parce que j'avais fini par questionner un peu des personnes dans l'entreprise en disant comment vous avez vécu un peu mon arrivée et il y en a un qui m'a dit mais alors déjà on t'a vu apparaître du jour au lendemain. Bon, t'étais là, c'était la petite fille de Louis, puis voilà, quoi.
Bon, t'étais quelqu'un de la famille, bon, on savait pas trop ce que tu faisais, c'est qu'en plus le métier d'ingénieur d'affaires n'existait pas chez Timonier, donc j'ai amené avec moi un métier qu'ils connaissaient pas du tout, donc oui, c'est vrai. donc ils m'ont vu arriver un peu comme un ovni, mais enfin bon, j'étais la personne de la famille, point. Et alors je me suis dit waouh, je me suis encore pire en termes de légitimité, et j'ai dit et du coup la perception, et il m'avait dit alors. Et en fait, il y en a un qui a fait arrêter mes questions, parce que je l'avais posé la question à plusieurs, et je me suis arrêtée avec Gérald, qui m'a dit écoutez. C'est très simple, j'ai une estime infinie pour votre grand-père. Et s'il a considéré que vous serez à la hauteur, vous serez à la hauteur. Point. Il n'y a pas de sujet. Ouais. Moi, je suis restée... et là, je me suis dit, waouh, il me met la barre. Il me dit, bon, attends, j'ai plus qu'à être à la hauteur de ce qu'on m'a fixé, là. Et donc, j'ai arrêté de me poser la question, mais je me suis dit, maintenant, on relève les manches, puis on y va, quoi. C'est... Voilà, mon boulot maintenant. Mais là, du coup, est-ce que c'est ça le problème des femmes ? Est-ce que les femmes se posent trop de questions ? Alors, je pense qu'il y a une petite partie de ça, oui, on se pose beaucoup trop de questions, souvent. Oui, je pense qu'il y a quand même une partie dont on se pose trop de questions. Dans cette caution légitimité, si on se pose trop de questions. Mais est-ce qu'on peut contrôler ça ? Je ne sais pas. Par contre, je pense qu'il y a une chose qui m'a beaucoup aidée, avec le recul. Ouais. C'est que mon grand-père n'a jamais douté, en tout cas devant moi, n'est jamais revenu sur le choix qu'il avait fait en considérant que je serais capable de le faire. Jamais. Ouais. Et chaque fois qu'on était amené à discuter, on discutait souvent, mais chaque fois, il rappuyait le message en disant qu'il était content d'avoir fait ce choix-là et que je m'en sortais bien. Ouais, ça, c'est fondamental. Et ça... moi, en tout cas, j'avais besoin d'être rassurée sur le fait que j'étais à la bonne place. Et ça, pour moi, ça a été une aide. Voilà, je sais pas après si c'est homme ou femme, je pense que ça marche aussi pour un homme. Oui, sans doute. Mais voilà, ça franchement, ça aide à pouvoir finalement assumer ce costume que je trouvais un peu grand pour moi, clairement. C'est de me dire, OK, pour l'instant, le costume est un peu grand, mais on me dit que je vais en être capable. Allez, je vais en être capable, quoi. Alors justement, si aujourd'hui vous deviez donner des conseils aux jeunes femmes qui nous écoutent, parce qu'on parle beaucoup de l'industrie, on parle justement beaucoup de la souveraineté française en matière d'industrie et à quel point c'est important de garder nos industries, etc. Ouais. Mais finalement, on entend aussi de plus en plus de femmes qui disent en fait, il faut que les femmes y aillent, y compris reprendre des PME, des entreprises du bassin industriel. Et c'est totalement possible et accessible pour faire pour les femmes. Quels conseils vous donneriez à des femmes qui ont envie comme ça de projets entrepreneuriaux, qui ont envie plutôt de profils de direction, mais qui se disent, oh là là, le chemin, il doit être trop long, je vais pas... Alors non, le chemin, il n'est pas du tout trop long. Alors déjà, j'ai de plus en plus de consoeurs qui viennent rejoindre, dans les entreprises familiales en tout cas, à la suite souvent de leur papa. Parce que justement, du coup, maintenant, familialement, il devient totalement admissible que ça puisse être le garçon ou la fille qui prenne. Si j'ai peut-être aussi un conseil à dire, autant moi j'ai un parcours technique, donc oui, c'est plus facile, c'est aidant. Mais aujourd'hui, pour diriger une entreprise, il ne faut pas forcément être expert dans le domaine qu'adresse l'entreprise. Il faut pouvoir être en capacité de vraiment apporter quelque chose à l'entreprise. Donc pour certains, ça va être une branche qui peut être technique, d'autres commerciale, d'autres financière, d'autres, sur tout plein d'aspects. Donc, on peut être dirigeant d'entreprise sans être le fameux ingénieur qu'attendait mon grand-père. Bon, en tant que bon centralien, il se disait qu'il pouvait y avoir qu'un centralien qui pouvait tenir le truc. mais voilà, aujourd'hui, l'environnement de l'entreprise n'est plus cloisonné à une innovation technologique. Donc, on n'a plus forcément besoin d'être un ingénieur pour se dire qu'on est en capacité de diriger une entreprise. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément le plus indiqué pour diriger une entreprise. Voilà, donc si j'ai envie de dire que non seulement... être une femme ne doit pas être un frein, mais ne pas être de bagage ingénieur ne doit pas être un frein non plus, même pour une entreprise dans l'industrie. Donc, c'est plutôt de se dire, finalement, quelle que soit la typologie d'entreprise ou de métier, comment est-ce que je peux apporter quelque chose ? Pour en revenir au mandat tout à l'heure, oui. Alors moi, j'ai la chance, du coup, parce que je suis une femme dans un milieu dans lequel il y a beaucoup d'hommes. Et aujourd'hui, dans les conseils d'administration, on essaye d'amener à un certain équilibre, en tout cas un certain pourcentage de femmes dans les conseils d'administration. Donc, à partir du moment où on cherche des femmes, on n'est pas très nombreux, donc on se retrouve très, très, très sollicités.
Et du coup, à travers les sollicitations, moi, je sais que ça me tient à cœur de me dire que je ne reste dans un conseil que le temps pendant lequel je pense apporter quelque chose à ce conseil. Et à partir du moment où je considère ne plus être forcément la bonne personne, où je pense pas pouvoir apporter plus que ce que j'ai apporté, et ben pour moi, il faut que ça tourne. Donc, moi, j'ai pas velléité à rentrer dans un conseil pour y rester à vie du tout. Et les conseils, je rentre et puis je m'arrête et puis je vais partir sur d'autres choses pour pouvoir apporter à d'autres et puis pour pouvoir moi aussi me nourrir avec d'autres choses pour découvrir aussi d'autres choses. Mais là, c'est de se dire finalement, je connais pas quand je rentre dans un conseil. Je suis pas la spécialiste de la boîte en question. Oui, non. Par contre, je vais pouvoir arriver avec une compétence qui va venir éclairer. Alors, soit ça peut être un conseil quand j'arrive dans un conseil d'administration, mais pour une femme qui viendrait se dire, tiens, je viens apporter mes compétences pour un poste de direction d'entreprise ou de direction d'un service ou autre, c'est de se dire finalement, j'ai des compétences que je viens apporter parce que je pense réellement que j'ai ces compétences-là. Pour venir l'apporter et le mettre, ça parle bien généralement aux femmes, et le mettre à disposition, des en tout autres. cas, pour faire grandir un collectif. C'est ça. Ah, oui. Je pense qu'on est souvent câblé plus collectif. Oui, c'est vrai. Et c'est de se dire, finalement, je m'utilise. Moi, je fonctionne comme ça. Ouais. Ça donne aussi un peu de courage, parce qu'il faut un peu de courage chaque fois. Et pour se dire, finalement, je m'utilise pour me dire, je peux apporter à d'autres. Et c'est parce que j'apporte à d'autres que ça me donne le courage de me mobiliser. Voilà. Parce que sinon, il y a le problème de la légitimité qui revient. Ouais. Si c'est pour soi, on ne le fait pas. Oui, c'est vrai. Par contre, si on se dit que c'est pour les autres qu'on le fait, ça nous permet de nous mettre en mouvement. Voilà. Mais alors, justement, Sylvie, dernière question de l'émission. Si vous aviez une baguette magique, vous, qu'est-ce que vous feriez pour que concrètement les femmes, elles soient plus présentes, plus visibles, au poste de décision, aux directions d'entreprise, dans le secteur de l'industrie, que sais-je ? Alors, je vais le dire maintenant avec le recul, avec l'expérience, prendre la parole. Ouais. Parce que moi, clairement, prendre la parole, c'est pas quelque chose c'est pas un exercice dans lequel j'étais à l'aise. Et on m'a poussée, mais pendant un nombre d'années importantes pour me dire, mais si, vas-y, prends la parole. Et je dirais bien, on m'a tiré à certains moments pour me mettre sous la lumière, parce que moi, j'avais pas envie de me mettre sous la lumière. Et puis voilà, et puis je me suis dit, Timonier, c'est pas moi, quoi, c'est Timonier, c'est les équipes, c'est pas moi. J'avais une véritable problématique pour me dire que j'incarnais quelque chose. Et cette prise de parole, j'ai envie de le décliner sous plusieurs choses. Prise de parole, et là, dès la primaire. Déjà, le collège, c'est trop tard parce qu'on a déjà le regard sur soi, on ose déjà plus. Donc, il faut être à l'aise déjà au primaire. Au primaire, il faut absolument qu'on apprenne aux enfants à se dire qu'ils viennent reprendre la parole. Ils osent prendre la parole. Aujourd'hui, moi, j'ai des souvenirs de gamines que j'ai. On lève la main qui veut répondre. Surtout pas moi. Surtout pas moi, voilà. Quand encore quelqu'un veut répondre, mais sinon, surtout pas moi. Et il faut qu'on inverse complètement ça. Il faut qu'on ose raconter des choses. Il faut qu'on puisse utiliser, alors peut-être par des biais détournés à travers du théâtre, s'il y en a qui ont du mal directement à répondre à la question, mais il faut qu'on perde cette habitude de se dire qu'on n'ose pas prendre la parole. Et puis, parce que si on arrive à acquérir cette facilité-là jeune, on va être fragilisé quand on va être ado. De toute façon, je pense que là, c'est obligatoire. Hein. Mais si on a déjà conforté ce savoir-faire avant, on a capacité de le retrouver après. Parce que sinon, si on n'a pas fait ça, quand on arrive en tant que jeune adulte ou adulte, eh ben, on n'ose pas plus que quand on était petit, quoi. Exactement. Et on n'ose pas prendre la parole. Alors, il y a quelques grandes gueules. Hein. D'ailleurs, on les appelle tous comme ça, les grandes gueules. Mais la plupart, ils ne sont pas grandes gueules. Ouais. Et dans les univers et les prises de parole qu'on a besoin de faire, la plupart du temps, ce n'est pas la grande gueule qu'on va chercher. C'est plutôt une personne qui est en capacité d'avoir une approche un peu raisonnée, peut-être un peu pédagogue, qui soit vrai, authentique, qui fasse résonner un message, voilà, qui apporte quelque chose de vrai, voilà, dans les messages. Donc vraiment, c'est de se dire, vraiment prenez la parole et en fait, cette prise de parole, vous ne la ferez pas pour vous, vous allez la faire pour les autres. Et c'est peut-être ce qui va vous mettre en mouvement. C'est vraiment d'arriver à vous dire, je le fais pas pour moi, c'est pas moi que je mets en avant, c'est pas mon ego que je mets en avant, parce que c'est souvent un frein qu'on a en tant que femme. Mais je le fais parce que ce que je vais faire là, ça va servir d'autres. Ça va servir à mon entreprise. C'est comme ça, d'ailleurs, que ça m'a mis en marche la première fois.
C'est de me dire finalement, je le fais parce qu'on passe son temps à me dire que je représente Timonier, et ben, je vais le faire pour les équipes de Timonier. Voilà, parce que si ça peut aider la boîte, et ben, j'y vais. Et au début, ça a été ça pour moi. Bon, maintenant, j'ai élargi un peu le Timonier, c'est devenu un peu plus large que juste Timonier. Mais c'est quand même pour le collectif que je le fais. Toutes ces prises de parole, même aujourd'hui, à travers les échanges qu'on a, finalement, c'est de me dire, mais j'offre une partie de mon temps parce que je pense qu'il est bien investi. Si derrière, à travers quelques personnes qui viennent nous écouter, finalement, ça résonne un peu, se dire, peut-être que ça va me donner le courage d'essayer un peu. Je ne le fais pas pour moi, mais peut-être que pour cette association-là, peut-être que pour mon entreprise, mon secteur, mes équipes Oui, et pour tout, les femmes qui nous écoutent. Exactement. Et de se dire vraiment, aller chercher cette ressource dans je ne le fais pas pour moi, je le fais pour un collectif plus grand, mais pour quelque chose qui me porte à cœur. Parce qu'on travaille quand je viens reboucler pour quelque chose qui est important pour nous, qui nous passionne. Voilà. Sylvie, merci beaucoup d'être venue échanger ce matin avec nous pour prendre ce café des Lyonnes. Avec grand plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Merci infiniment et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. Au revoir.